Radio Clamart, le fil de l'actu, le lundi, mardi, 19h. Radio Clamart, bonsoir, le fil de l'actu. Nous sommes le lundi 15 octobre 2012 en compagnie de Garo. Bonsoir Garo. Bonsoir Stéphane. Tu vas bien? Parfaitement bien. Nous allons bien sûr échanger sur l'actualité du jour, vue de Clamart. Mais ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Marc Germain. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Germain, élu député de la 12e circonscription des Hauts-de-Seine, c'est bien ça? Exactement. En juin dernier, c'était ça, 17 juin dernier, les élections. Vous êtes aussi membre de la commission des affaires sociales. Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à la programmation et à la gouvernance des finances publiques. C'est le traité, pour ceux qui nous écoutent, c'est plus simple. Voilà. Et vous êtes aussi coprésident de la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale. Voilà. J'ai tout dit. Exactement, presque tout. Bon, c'est déjà pas mal. Je vais vous laisser en compagnie de Garo. Oui, parce que tu as oublié de dire que c'est aussi un mari, un père de famille avant absolument. Tout également. Donc, Monsieur Jean-Marc Germain, vous êtes né en 1966 à Lyon, issu de parents scientifiques, mère au foyer ex-chimiste et père professeur de mathématiques. Vous avez fait Polytechnique en 1987, puis l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique. Ça, c'est pas en France, ça? Si, bien sûr, c'est à Malakoff, même c'est dans les Hauts-de-Seine. Eh bien, alors, voilà. Parce que j'étais pas sûr, parce que c'est juste en face de l'université de droit de Paris 5. Exactement. Exactement, c'est le bâtiment en étoile que tout le monde connaît dans les Hauts-de-Seine. Ouais, et d'ailleurs, c'est très renommé à l'international quand même, cette institution. J'ai une amie qui veut y rentrer, et elle me disait que c'était quand même... en matière de statistiques, oui, c'est ce qu'on fait de mieux dans le monde, même si... Personne n'est parfait et que les prévisions économiques sont souvent démenties par les faits. C'est une institution qui travaille bien. Vous êtes parti donc à Washington, étudier donc la Banque mondiale, la croissance du Ghana, excusez-moi. Vous avez appris pas mal de choses sur le Ghana, j'imagine. Vous pouvez aider le gouvernement. Vous avez aidé le gouvernement et François Hollande sur quelques questions quand il est parti en Afrique récemment? Non, mais en revanche, j'ai beaucoup appris, et notamment au Ghana, j'ai étudié le système de soins. On voulait savoir pourquoi les Ghanéens allaient soigner dans des dispensaires plutôt que dans les hôpitaux, et qu'est-ce qui manquait aux hôpitaux pour qu'ils puissent s'en saisir. Donc c'était à la fois passionnant, puisque c'était des études théoriques, mais aussi très pratiques, puisqu'on s'est rendu compte notamment qu'il y avait la question de l'approvisionnement en médicaments qui était majeure, qui était bien faite dans les dispensaires et pas dans les hôpitaux. Vous êtes rentré au cabinet ministériel de Martine Aubry en 1997. Oui. Évidemment, ce n'est pas l'une de vos premières actions politiques. On dit que vous êtes l'un des grands artisans des 35 heures, c'est vrai ? Oui, c'est vrai, mais aussi des emplois jeunes. On parlera peut-être tout à l'heure de l'emploi, des 35 heures et de tout un tas de mesures qui ont été prises. En 97, vous savez, il y a eu 2 millions d'emplois créés, c'est-à-dire autant en 3 ans que pendant les 30 glorieuses qui sont les plus belles années économiques de la France après-guerre. Non, pas du tout. Non, vous imaginez 2 millions d'emplois créés, on ne les crée pas à temps partiel. Donc c'est vraiment une des périodes les plus heureuses de la France. Avait une belle croissance, c'est vrai, à l'époque. Il y avait moins de croissance qu'avant. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on entend souvent dire, mais sous la période qui a précédé, où Alain Juppé notamment était Premier ministre, il y avait plus de croissance que quand Lionel Jospin l'était. Donc il y a eu une vraie, bien sûr, c'est pas Martine Aubry ou moi à ses côtés qui avons créé tous les emplois à cette époque, mais il y a eu un vrai volontarisme, et ça montre que quand on agit contre le chômage par tous les bouts, on peut y arriver. En tout cas, j'espère qu'on y arrivera aussi cette fois-ci avec François Hollande et Jean-Marc Ayrault. Espérons-le. Vous répondez quoi aux critiques qui veulent justement démanteler totalement ces 35 heures et laisser une plus grande souplesse aux entreprises ? Vous savez, on a entendu ça matin, midi et soir avec François Fillon et Nicolas Sarkozy depuis 2002. Ça n'a jamais été fait. Donc voilà, les 35 heures, elles existent, elles sont dans le paysage. Il y a des accords qui les font fonctionner. Maintenant, tournons-nous vers l'avenir. Il faut que la France ait une nouvelle politique industrielle. Mercredi, en Conseil des ministres, va être créée une banque publique d'investissement qui va aider les PME à se développer et à exporter. C'est vraiment ça le sujet du jour. Votre arrivée dans notre circonscription, donc notamment dans la ville de Clamart, apparemment, Lounès m'avait raconté ça, vous avez été accueilli au marché du Plessis-Robinson à coup de slogan, on disait parachute doré, ou en gros, je disais c'était partisans UMP, j'ai pas précisé, des partisans UMP vous ont dit ça.
comme si en gros vous n'étiez pas de la maison alors que vous habitez près de la circonscription, porte de Paris, hein, une porte de Paris, ouais. Vous pouvez nous raconter l'arrivée à Clamart dans cette circonscription? Est-ce que vous avez appris depuis? Est-ce que vous en pensez? Oui, d'abord sur cette histoire de parachutage, moi je répondais, la question c'est pas d'où on vient, de la circonscription, de juste à côté ou de très loin. Vous savez, moi je suis né à Lyon, j'ai vécu une partie de ma vie à Paris, puis ensuite 10 ans à Lille, et maintenant je suis dans les Hauts-de-Seine. C'est pas d'où on vient, mais c'est ce qu'on a envie de faire. Et moi, je me suis présenté parce que j'ai envie de me battre pour l'emploi, pour le logement et pour les habitants de la circonscription. Mais pour vous raconter une anecdote quand même, c'est vrai que j'ai été pas très bien reçu par la droite dans la circonscription parce qu'elle considérait qu'elle lui appartenait, comme les Hauts-de-Seine considéraient que c'était le fief de la droite, et donc évidemment j'ai été reçu, traité de parachuté. D'ailleurs je répondais, moi, vous savez, moi c'est vrai que je suis parachuté, mais j'ai 4 parachutes d'ailleurs, puisque je n'habite dans aucune des 4 villes de la circonscription. Et monsieur Pemzek, qui était mon adversaire, lui il a 3 parachutes, donc la question c'est pas d'avoir 3 ou 4 parachutes, c'est bien ce qu'on peut faire. Par contre j'ai été très choqué parce que je suis venu avec Manuel Valls, qui était déjà ministre de l'Intérieur, qui m'a fait l'amitié de venir faire le marché avec moi et rencontrer les habitants du Plessis. Et mon opposant avait organisé une haie de ses soutiens, disant au ministre t'es un étranger, puisqu'il est franco-espagnol, et donc retourne chez toi. Et ça, j'ai été vraiment très choqué, parce que je crois qu'un ministre de l'Intérieur, ça se respecte, et que voilà, on est tous là pour vivre bien ensemble. Après, on peut avoir des différences d'opinion sur ce qu'il faut faire pour le pays, mais on ne peut pas traiter comme ça un ministre de l'Intérieur. Totalement d'accord avec vous. On va parler du premier thème, qui est l'emploi. En août dernier, on a appris que la France a dépassé le seuil des 3 millions de chômeurs. L'une des solutions proposées par le gouvernement, qui était dans les 60 règles objectifs du président François Hollande, c'était donc les emplois d'avenir. Vous avez rapporté d'ailleurs au Parlement, vous avez fait voter la loi mardi soir, c'était une réunion exceptionnelle. C'est ça, oui. Le discours est sur YouTube, hein, je l'ai regardé tout à l'heure. Donc concrètement, pouvez nous dire déjà quand est-ce que on va pouvoir signer les premiers contrats aidés, contrats emploi d'avenir, excusez-moi. Et puis à qui ça s'adresse réellement? Alors c'est donc à partir du 2 novembre que les premiers pourront être signés. D'ailleurs j'ai fait... Vous avez dit j'étais responsable du texte pour les parlementaires, et j'ai fait adopter un amendement pour que ce soit dès le mois de novembre et pas au mois de janvier comme c'était prévu. Ça s'adresse principalement aux jeunes peu ou pas qualifiés, c'est-à-dire ceux qui arrivent vraiment à trouver un emploi nulle part ailleurs. Et donc, voilà, ce sera dans le secteur associatif ou dans les mairies, dans les collectivités locales. Et ce qui est très important d'abord, c'est que les jeunes auront 3 ans devant eux, c'est-à-dire c'est fini les emplois qui durent 7 mois, puis après on se retrouve dans la difficulté. Et la deuxième chose, c'est qu'il y aura une formation obligatoire et une qualification à la sortie qui sera validée. C'est-à-dire que même si vous ne poursuivez pas dans l'emploi qui a été créé, vous aurez un vrai plus sur le CV pour que ça fonctionne ailleurs. Et puis après ça, parce que donc il y aura 150 000 emplois d'avenir là qui vont être signés très vite. D'ailleurs, je suis très content parce que j'étais effectivement responsable pour les parlementaires de ce texte. Ça a été voté par toute la gauche, mais aussi par une partie de la droite. Tous les centristes ont voté pour, par exemple Jean-Louis Borloo, et moi je salue le fait qu'il ait su voter un texte même s'il était présenté par la gauche, et même une dizaine de députés UMP qui ont voté ce texte. C'est très rare que des textes soient votés par la droite et la gauche, et je crois que vraiment ce qu'on a voulu faire, c'est de donner un signe d'espoir à la jeunesse. Ça dépasse les clivages. Voilà. Ensuite, il y aura 500 000, ce qu'on appelle des contrats de génération. Là, c'est les entreprises, cette fois du secteur privé, qui embaucheront un jeune et qui s'engageront à maintenir 3 ans un senior jusqu'à la retraite, auront des exonérations de charges patronales, donc des aides publiques pour y parvenir. Et là, il y en aura 500 000. Donc vous voyez, 150 000 emplois d'avenir, 500 000 contrats de génération. Ça fait vraiment énormément d'emplois qui seront disponibles pour la jeunesse du pays. François Hollande avait dit que ce serait sa priorité. Et là, il le montre avec 2 programmes pour les jeunes. C'est des contrats CDI, CDD qui sont proposés? C'est des contrats CDI en général. Et si c'est des CDD, ce sera des CDD de au moins 3 ans pour ce qui concerne les emplois d'avenir. Et sur les contrats de génération, c'est des CDI. Parce que vous savez,
on peut vraiment bien s'insérer que si on a de la durée devant soi, si on sait que dans 7 mois c'est fini, comment vous voulez vous impliquer dans l'entreprise, comment vous voulez vous battre pour réussir vos formations. Donc moi j'ai vraiment tenu à ça, et d'ailleurs il y avait des possibilités de CDD dans les emplois d'avenir et je les ai fait supprimer par les parlementaires parce que je pense que c'est la clé de la réussite. Je parlais tout à l'heure des emplois jeunes en 97. Ça a formidablement bien marché. Quand vous rencontrez des jeunes qui sont passés par un emploi jeune, ils vous disent tous « ça m'a donné le pied à l'étrier ». Mais c'est parce qu'ils avaient 5 ans devant eux. Donc quand on a 5 ans devant, on peut faire un prêt à la banque, on peut s'acheter une voiture, on peut prendre un logement. Sinon, on est maintenu dans la précarité, on est obligé de vivre chez ses parents et on n'a pas du tout envie de s'impliquer pour un employeur qui va vous mettre à la porte quelques mois après. Justement, l'État participe au financement de ces emplois d'avenir ? Bien sûr, il participe, et il participe beaucoup, puisque les 3/4 du coût seront pris en charge par l'État. Donc concrètement, pour une association, un emploi à temps plein coûtera 500 €. Donc c'est vraiment des vrais emplois à Pareil temps dans plein. l'administration ? Oui, avec un vrai salaire, une vraie formation, et en même temps un coût très faible. Et c'est pour ça que ça va marcher, parce que sinon les employeurs, aujourd'hui, le marché du travail est tellement embouteillé que les jeunes les plus en difficulté, ceux qui sont sortis de l'école sans rien, souvent à 16 ans, 17 ans, 18 ans, ils ne trouvent jamais dans l'entreprise parce qu'on leur dit vous n'avez pas d'expérience. Et eux, ils répondent, mais moi, j'ai pas d'expérience parce qu'on ne donne jamais ma chance. Et donc là, l'idée, c'est de donner un premier emploi pour qu'après, les choses s'enchaînent. Puis aussi redonner envie de se former, parce que c'est vrai que quand on est dégoûté de l'école, on n'a même pas envie de faire un contrat d'apprentissage parce que ça veut dire retourner, même si c'est qu'une partie de la semaine, sur les bancs de l'école, et ça, ils peuvent plus. Donc, on retrouve un emploi, puis après on retrouve de la motivation pour refaire de la formation et ensuite repartir dans la vie. Et vous répondez quoi à ceux qui disent que c'est de l'argent qu'on dépense alors qu'on n'en a pas, on s'endette encore, alors que sur ce sujet-là, on n'en a absolument pas les moyens de financer ce 150 000 emplois d'avenir? Je leur réponds que la politique, c'est faire des choix. L'année dernière, François Fillon a décidé de supprimer quasiment l'impôt sur la fortune. Ça a coûté 2 milliards d'euros par an à la France. Les emplois d'avenir, c'est 1,5 milliard. La question politique, c'est est-ce qu'on préfère mettre de l'argent pour baisser l'impôt sur la fortune ou mettre de l'argent pour mettre le pied à l'étrier des jeunes? Nous, on a fait ce choix-là et on l'assume complètement. J'ai lu que M. Sapin, ministre de l'économie, a déclaré que jusqu'à l'année prochaine, à la même période, le gouvernement n'était pas comptable du chômage que l'on va avoir publié par le ministère du Travail dans ces prochains mois. C'est vraiment le délai que vous vous donnez, c'est-à-dire que vous êtes comptable de la progression ou on l'espère, du baisse du chômage à partir dans 1 an, voire dans 2 ans, ou vous voulez faire les comptes à la fin du quinquennat à ce niveau-là? Non, mais à la fois on rappelle qu'on a trouvé une situation très difficile et que c'était il y a quelques mois avec un chômage en hausse très forte, avec une croissance économique complètement à l'arrêt et en baisse au niveau européen. Donc on a hérité d'une situation difficile. Et il y a d'autres choix qui auraient pu être faits les 10 dernières années. Par exemple, en Allemagne, les Allemands, et Mme Merkel est une femme de droite, elle a fait le choix de faire du chômage partiel systématiquement pour éviter les licenciements. On n'a pas fait ce choix-là en France. Mais maintenant, le sujet, on est au pouvoir, donc c'est pas de dire c'est de la faute à la droite, etc. C'est de nous tourner vers l'avenir et c'est qu'est-ce qu'on fait nous. Et le président de la République, François Hollande, a dit je fixe comme objectif au pays, à tous ceux qui travaillent pour faire baisser le chômage, d'inverser la courbe du chômage en 1 an. Donc voilà, on va mettre le paquet pour pouvoir avoir ce résultat-là, qui est que dans 1 an, le chômage soit enfin en baisse. C'est tout à fait majeur. Et je parlais tout à l'heure de 650 000 emplois qui vont être aidés par l'État pour y parvenir. C'est fondamental. Et puis après, c'est un débat qu'on a eu à l'Assemblée nationale. On ne peut pas indéfiniment subventionner les emplois. Non, et c'est pour ça qu'on agit pour relancer la croissance économique et pour aider les PME, pour aider l'industrie automobile et pour aider d'autres secteurs ensuite qui devront émerger à prendre le relais. Donc les emplois aidés, c'est vraiment pour faire face à l'urgence, mais ensuite on a une stratégie de relance de l'économie pour que la France redevienne une économie forte dans le monde. Mais justement, à travers les différentes positions du gouvernement, on a l'impression que le politique veut contrôler l'économie et veut peser sur l'économie et sur le marché. Mais toutefois, quand le président de Renault, Carlos Ghosn, vient à l'Élysée rencontrer François Hollande,
et sur le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, vous n'avez pas l'impression qu'au final, c'est Carlos Ghosn qui a beaucoup plus de pouvoir sur l'emploi en France que notre président ou l'un de nos ministres, alors que ce ne fut pas le cas je ne sais pas, lorsque Pompidou était président ou Premier ministre, il réunissait les ancêtres du 440 chaque semaine pour leur dicter la conduite économique. Là, c'est plus du tout le cas. Comment voulez-vous recréer des emplois, ne serait-ce que dans le secteur industriel ? C'est vrai que c'est plus difficile qu'il y a 30 ans parce que les entreprises sont mondiales alors qu'elles ne l'étaient pas il y a 30 ans. Notre choix, c'est que l'État et les entreprises marchent main dans la main. Ce n'est pas l'État qui gère les entreprises à la place des entreprises, mais on refuse que les entreprises dictent leurs lois sans qu'on ait notre mot à dire. C'est ça la nouveauté. C'est de se dire le laisser faire, où chacun se fait ce qu'il veut dans son coin, ça ne fonctionne pas. Et donc concrètement, ça veut dire quoi ? Vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, Jean-Marc Ayrault a dit « Je veux que la France arrive à fabriquer des voitures qui consomment 2 litres au temps ». C'est une ambition qu'il fixe aux entreprises. Et il leur dit « Si vous faites de la recherche pour y arriver, l'État donnera des aides pour y parvenir. » Les entreprises qui auront cet objectif-là, je parlais tout à l'heure de la Banque publique d'investissement qui va être créée par le Conseil des ministres après-demain, pourra rentrer au capital de ces entreprises-là pour y parvenir. Mais vous vous rendez compte si on y parvient ? Ça veut dire qu'en France, on arrivera à fabriquer des voitures qui s'exporteront partout dans le monde. Et ça veut dire, on a parlé, vous savez, de la baisse du prix de l'essence, 3 ou 4 centimes. On a dit c'est pas beaucoup. Ouais. 6 centimes avec l'effort qu'ont fait les pétroliers. Ouais. 6 centimes, c'est vrai que c'est pas beaucoup sur un litre qui est à 1,50. Mais là, si on arrive à passer de 8 litres au 100 à 2 litres au 100, c'est divisé par 4 le prix de votre plein. Et là, ça aura à la fois un impact sur l'emploi, parce qu'on fabriquera des voitures propres en France, mais aussi sur la consommation, parce que le plein coûtera beaucoup moins cher. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. L'État fixe des grandes ambitions. Comme hier, on a su faire le TGV... ou ADS, il faut des nouvelles ambitions. Il y a celle de la voiture. Il y a celle de la voiture propre et il y en a d'autres. Par exemple, fabriquer des textiles techniques. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut fabriquer des plaquettes de frein avec du textile haute performance. Et bien, il faut que la France soit très compétitive. Ou par exemple, dans le domaine médical, on arrive maintenant à fabriquer des médicaments qu'on appelle personnalisés, c'est-à-dire qui dépendent de chaque individu et qui sont beaucoup plus efficaces en fonction de ce que vous êtes, de vos caractéristiques et de votre ADN. Et donc, si on arrive aussi à faire des médicaments qui sont beaucoup plus efficaces, on sera mieux soigné et ça coûtera moins cher à la Sécu. C'est ça, fixer une ambition industrielle pour le pays, c'est l'accompagner ensuite par les moyens financiers qu'il faut. Alors, juste avant de passer aux deux autres sujets, une question sur l'économie et le budget. Concernant, on a voté la semaine dernière le traité européen, le budget européen. Vous faites partie des socialistes qui ont voté contre ce budget ? Non, pas du tout, contre le traité. Là, vous parlez du traité européen. Oui. J'ai pas voté contre parce que je considère que ce traité, je l'ai dit à la tribune de l'Assemblée, ne mérite ni excès d'honneur, ni excès d'indignation. C'est-à-dire que c'est un ensemble de règles minimales pour bien vivre ensemble en Europe, dans les États, mais ça n'empêche pas de faire une politique économique qui relance l'Europe. Et pour moi, c'était fondamental. Vous savez, je suis économiste. Je suis même économiste, ce qu'on appelle keynésien, c'est-à-dire qui croit que l'État, quand ça va mal, doit soutenir l'économie pour maintenir les emplois. Par la consommation. Et donc, si ce traité avait empêché cela, j'aurais voté contre. Mais ce n'est pas le cas du tout. Au contraire, il reconnaît pour la première fois que la réduction des déficits qu'on doit rechercher, c'est en dehors des périodes de crise. Quand il y a des périodes de crise, on peut mettre un peu la pédale douce sur cet objectif-là. C'est pour ça que j'ai voté ce traité. Maintenant, le sujet, c'est à la fois, et je me bats pour ça, qu'on arrive à soutenir la croissance, je viens d'en parler, l'économie, l'industrie, les emplois, le pouvoir d'achat, et en même temps, parce que je pense qu'il faut le faire, petit à petit, améliorer la situation des comptes publics. Parce que vous savez, on ne peut pas traîner des déficits indéfiniment, sinon c'est les générations futures qui payent. Vous pensez qu'en 2017, on sera à l'équilibre ? Je pense qu'il faut le viser, mais en même temps que ce n'est pas le seul objectif. Moi, je souhaite aussi que le chômage ait baissé massivement en 2017 et qu'en fonction de la situation économique européenne, il faudra savoir ajuster le rythme à laquelle on va. L'important, moi, j'ai défendu l'objectif que le déficit soit en dessous de 3%
en 2013, parce que c'est à partir de ce moment-là que la dette arrête d'augmenter. Donc je pensais qu'il fallait bloquer l'augmentation de la dette. Vous savez qu'elle a doublé les 10 dernières années. Elle est passée de 800 milliards d'euros à 1600 milliards d'euros. Les banques coulaient si on ne faisait pas ça. Voilà, mais en tout cas, ça, il faut l'arrêter. Parce que sinon, on va couler si on laisse la dette. Donc on arrête l'endettement, mais maintenant, on y va au rythme auquel on pourra y aller sans tuer la croissance. Bien, on va passer à un tout autre sujet. L'un des grands thèmes phares du programme du président François Hollande a été le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels. Alors je crois qu'on parle de mariage pour tous, ce qui est un jeu de mots sémantique assez drôle. Vous êtes contre le référendum que certains politiques ou acteurs de la vie publique réclament sur ce sujet-là ? Moi d'abord, je suis pour le mariage homosexuel parce que je pense que c'est pas à l'État de dire qui on doit aimer et comment on doit aimer. C'est une question privée et l'État doit permettre à chaque couple, quelle que soit sa nature, de vivre dans les mêmes conditions. Le mariage apporte certaines protections pour la famille, pour les enfants, et donc tout le monde doit pouvoir y accéder. En revanche, et c'est ce qu'ont voulu dire certains, on a une vraie difficulté en ce moment pour faire adopter cette mesure, parce qu'on n'est pas du tout sûr que si on faisait un référendum, il soit approuvé par les Français. Non pas que les Français soient contre le mariage homosexuel, puisque les sondages montrent qu'ils sont pour, mais ce qu'on a appris, c'est que quand on fait des référendums, les Français, et d'ailleurs les Européens, ne répondent pas que à la question qui est posée, mais ils répondent aussi à d'autres questions. Et compte tenu des difficultés qu'on a en ce moment, puisqu'il faut prendre des mesures difficiles pour redresser le pays, il y aurait une partie dans le résultat du référendum qui consistera à dire au gouvernement, on trouve que ça ne va pas assez vite. Et donc on a tendance à ne pas répondre à la question qui est posée. Donc je pense que c'est pour ça qu'il faut, dans la campagne présidentielle, François Hollande a été très clair. Donc le référendum, il a eu lieu, ça s'appelle l'élection présidentielle. Parmi d'autres propositions. Oui, quand même. Mais parmi des propositions. Vous savez, si les Français avaient été vraiment contre celle-là, elle était visible, ils auraient voté contre François Hollande, ce qui n'a pas été le cas. Même chose pour le droit de vote des étrangers aux élections municipales. Donc la question qui se pose, c'est pas tellement est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre ou est-ce qu'on a changé ou pas changé d'avis. C'est est-ce que c'est la peine de faire un référendum alors qu'il y a un risque qu'on ne réponde pas à la question qui est posée. Et du coup, ce serait une régression, y compris en matière de perception positive aujourd'hui de ces mesures-là dans l'opinion publique. Mais vous avez parlé d'amour, mais au contraire, c'est-à-dire que le mariage, c'est un acte civil, c'est un contrat qui est signé à la mairie, qui est légiféré par le Code civil. Or, dans le Code civil, il n'y a aucune allusion à l'amour. C'est juste, le mariage ne concrétise pas l'amour, c'est une filiation entre deux couples, entre un homme et une femme, pour pouvoir élever et éduquer des enfants. Donc, dans ce cas-là, à la limite, j'ai envie de dire, on s'en fout, que les homosexuels ou pas s'aiment. Moi, j'ai l'article 212 et 213 du Code civil. On dit que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Et enfin, les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Et ils pourvoient à l'éducation des enfants et à préparer leur avenir. Finalement, la question de l'amour n'est pas au centre de la discussion. Non, mais la question de marier une femme, quand même, quand on se marie, c'est en général par amour. Oui, mais le Code civil ne dit pas... Mais le Code civil, si vous le lisez, ne s'oppose pas à ce que ce soit deux hommes ou deux femmes qui décident d'avoir une famille ensemble, d'assurer la direction et l'éducation des enfants. Voilà, c'est simplement ce qu'on dit. C'est... Le Code civil doit permettre à deux individus de pouvoir s'organiser, avoir des devoirs et des droits qui vont avec, quel que soit leur sexe. Et s'ils décident d'être ensemble, c'est par amour, et c'est pas au législateur de décider comment. C'est un débat. Moi, j'ai beaucoup de respect. C'est quand même un débat anthropologique, de société, de mœurs, de valeurs. Ça regroupe beaucoup de thèmes. Oui. Moi, j'ai du respect pour ceux qui ne sont pas d'accord avec moi sur cette question. Il y a beaucoup de familles catholiques, notamment, ou croyantes plus généralement, qui ne partagent pas cet avis. Et je les respecte, mais je pense qu'en même temps, c'est l'évolution de la société doit permettre d'aller dans ce sens. Et par ailleurs,
On a essayé aussi de faire un certain nombre d'études sur ces questions-là pour savoir si les enfants avaient besoin d'un papa et d'une maman de sexe différent. Il n'y a jamais eu d'études qui poussaient dans un sens ou dans l'autre. Les enfants, soit ils ont l'amour... Ça allait de soi pour certains. Oui, mais vous savez, quand ils ont l'amour de leurs parents, ils réussissent dans la vie. Et puis quand ils l'ont pas, et quand ils sont battus, ou quand ils sont maltraités ou abandonnés, ils sont en difficulté, même quand c'est un homme et une femme. Donc c'est quand vaut même ça mieux qui est un enfant non, je dis pas. Je dis pas homosexuel qu'orphelin en quelque sorte. Oui, je dis même pas ça. Je dis que le plus important, c'est de apporter de l'amour aux enfants. Voilà, et on peut être un couple homosexuel et apporter de l'amour à ses enfants. Il n'y a pas besoin d'une femme ou d'un homme. Et au contraire, dire que la femme apporterait quelque chose de différent, c'est quand même nier fondamentalement l'égalité entre les femmes et les hommes, quoi. On n'est pas là pour débattre sur ces sujets-là. Non, mais encore une fois, tous les avis sont respectables. Moi, voilà. C'est le mien. Je pense que la société est assez mûre pour ça. En revanche, ne faisons pas un débat qui réintroduirait des clivages, comme ça pourrait être le cas à travers un référendum. Alors, autre thème que je voulais aborder avec vous, c'est le vivre ensemble. Sur votre site, il y a votre autobiographie, vous dites que vous avez grandi et vous êtes ce que vous êtes grâce à l'école de la République. Justement, lorsque j'ai dit autour de moi que j'allais vous recevoir ce soir, je suis donc allé voir quelques Clamartois, leur posant des questions. Alors, concrètement, je leur ai demandé si vous aviez votre député, quelles questions lui poseriez-vous? Et bon, ça a toutes sortes, mais l'un des principaux sujets qui est souvent revenu, c'est l'école. L'école, parce que tout simplement, les parents sont inquiets, déjà dans les conditions dans lesquelles leurs enfants vont à l'école, là où ils vont à l'école, et surtout dans leur devenir. Et il y a des cas assez typiques. Vous savez que dans le Haut-Clamart, on va dire, c'est les quartiers plus populaires par rapport au bas de Clamart. Et dans le Haut-Clamart, à l'école de la Garenne, qui se trouve à 300 mètres d'ici, j'ai interviewé quelques parents d'élèves, de toute origine par ailleurs, qui déclarent qu'ils essaient d'obtenir des dérogations parce que justement, leurs enfants se trouvent dans des classes, on parle de maternelle à élémentaire, où il y a une grande partie des élèves qui font partie de cette classe, excusez-moi, où ils ne parlent pas français, notamment à la maison. Et donc ça crée des gros problèmes de progrès pour l'élève, enfin l'enfant, notamment dans l'utilisation de la langue, etc. Il y a une espèce de nivellement vers le bas. Et parallèlement, dans le bas de Clamart, ils reçoivent, et dans le centre, notamment au groupe scolaire La Fontaine, il me semble, hein, juste en bas du lycée Jacques Monod, ils reçoivent énormément de dérogations du haut qu'ils essaient au mieux de répondre, et ça crée plusieurs choses, plusieurs conflits. C'est-à-dire que dans le haut, vous avez à la fois ce vivre ensemble qui n'existe plus, puisque finalement on a une sorte de regroupement de population d'origine immigrée, et donc des parents qui voudraient que leurs enfants réussissent mieux n'arrivent pas dans ces conditions actuelles. Donc déjà, ce serait une première question, c'est-à-dire que vous pensez très sincèrement qu'on arriverait en quelque sorte à obliger une sorte de mixité sociale, voire même culturelle dans ces écoles-là? Oui, enfin, je pense que moi, je reçois souvent des personnes qui font ces demandes-là dans mes permanences ou qui ont cette vision-là. Je crois que il y a ce qui est réel et il y a ce qui est craint. Donc voilà, en France, on a des écoles de qualité, on a des enseignants de qualité. Il y a une vraie possibilité à travers l'école de réussir socialement. Alors moi, effectivement, je parle de ma réussite à moi parce que vous avez rappelé le cursus de mes parents, mais eux-mêmes sont d'origine très modeste, leurs grands-parents, et donc c'est l'école qui nous a permis de réussir dans la famille. Donc cette école, elle a effectivement perdu de sa capacité à permettre à chacun d'avoir les mêmes chances, c'est-à-dire que maintenant, à nouveau, on réussit bien quand on est dans une famille qui a au moins d'un milieu culturel assez aisé et qui a des moyens pour vivre correct. Et donc c'est tout l'enjeu d'ailleurs de la réforme de l'éducation nationale qu'a proposé François Hollande et que met en œuvre Vincent Payon. Mais pour la question que vous évoquez plus particulièrement, moi je crois beaucoup à la mixité sociale.
partout où vous avez le mélange de toutes les catégories sociales, et je ne parle pas des questions d'origine, parce que pour moi, c'est les questions sociales qui sont fondamentales. La question de la langue que vous évoquez, elle est assez marginale, parce que dans les écoles du Haut-Clamart, on parle français à l'école, et quelle que soit l'origine, tout le monde parle très bien français. En revanche, il y a une concentration de personnes qui sont d'origine sociale plus modeste dans le Haut-de-Clamart, et vice-versa dans le Bas-de-Clamart. Et donc, par exemple, moi je crois beaucoup à une mesure, et j'ai déposé un amendement en ce sens à l'Assemblée, qui demanderait à ce que dans chaque nouveau programme de plus de 15 logements, il y ait un tiers de logements sociaux, un tiers de logements pour les classes moyennes et un tiers de logements libres. On doit faire de la mixité sociale dans chacun des programmes de logement qui sont faits dans tous les quartiers, dans tous les îlots de notre pays. Quand on fera ça, on aura la mixité dans les écoles, on aura la mixité dans les quartiers, et à ce moment-là, on aura la réussite partout, on aura la sécurité partout. C'est vraiment fondamental. La ministre... On est mal parti quand même, vous êtes d'accord? Non, on n'est pas mal parti. Les gens ont plus tendance à s'éloigner que à se rapprocher. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle une ghettoisation de la société, c'est-à-dire quand vous êtes dans un quartier populaire et que vous réussissez, vous gagnez un peu plus d'argent, vous avez envie d'en sortir pour que vos enfants puissent réussir. C'est la vision que vous avez. Il faut casser ça absolument, parce que sinon on arrivera à une situation dramatique et tout le monde a y perdre, parce que ça crée de l'insécurité, ça crée de l'échec scolaire, ça crée des problèmes sociaux qu'on n'arrive plus à résoudre. Moi je dis souvent, à un moment donné, quand la société se ghettoise trop, les problèmes sociaux individuels se transforment en problèmes sociaux territoriaux et s'enracinent dans le territoire. Et pour ça, il faut vraiment la mixité sociale. Regardez la question de la carte scolaire. Et c'est le cas que vous évoquez. Vous rétablissez une carte scolaire. Aujourd'hui, la seule conséquence que ça a, c'est que ceux qui sont dans des quartiers très populaires et qui avaient réussi à s'en sortir en allant inscrire leurs enfants dans une bonne école, entre guillemets, ne peuvent plus le faire. Donc c'est faire peser la mixité sociale sur les plus populaires. Dans le monde rêvé dont je parlais tout à l'heure, mais qu'on peut obtenir par des amendements ou des dispositions telles que celles que j'indiquais, alors à ce moment-là, comme tout le monde est mélangé dans un quartier, les écoles sont mixtes et les problèmes disparaissent grandement, en tout cas deviennent bien moins difficiles à régler. Et donc Cécile Duflot n'a pas accepté cet amendement dans la loi qu'on vient de voter sur le logement, mais il y aura une autre loi au printemps et elle s'est engagée à le mettre dedans, et je pense que c'est vraiment très important, parce que là vous aurez la mixité dans chaque immeuble, dans chaque hall d'entrée, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se crée? D'abord, il n'y a plus la peur de l'autre, parce qu'on n'est plus chacun séparé dans son quartier, on connaît l'autre, et puis il y a des systèmes d'entraide qui se mettent en place dans chacun des quartiers. C'est fondamental, je me suis beaucoup battu pour que ça passe, c'est pas passé ce coup-là, mais vous pouvez me faire confiance, en avril, je me coucherai par terre à l'entrée de l'Assemblée nationale pour que cette fois-ci ce soit mis en œuvre, parce que je crois vraiment que ça transformera notre pays si on parvient à faire ça. Très bien. Alors, merci de votre intervention. J'aurais juste une dernière question d'actualité. Vincent Péon qui ouvre le débat sur la dépénalisation du cannabis. Vous trouvez que c'est utile ou c'était pas le moment de... En rappelant que le gouvernement est contre. Hein. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a déclaré qu'il était totalement... que le débat n'était pas d'actualité. Enfin, en gros, il a retoqué Vincent Péon assez fermement sur ce sujet-là. Non, moi je pense que c'est pas un bon débat, parce qu'aujourd'hui la jeunesse elle a besoin de messages clairs. Ceux qui ouvrent ce débat, ils le font pour des raisons techniques. Ils disent, comme quand on a qu'on a levé la prohibition de l'alcool aux États-Unis, le trafic a disparu. Donc ils disent, si on fait pareil pour le cannabis, il y aura plus de trafic et donc il y aura plus de violence dans les banlieues. La jeunesse a besoin qu'on lui dise le cannabis, c'est une drogue, ça a des conséquences graves sur la santé, ça mène à la délinquance, y compris pour ensuite pouvoir s'acheter de quoi consommer, ça mène à d'autres drogues, donc la société doit dire il ne faut pas consommer de cannabis, et donc pour ça il faut maintenir la pénalisation. Voilà. C'est pour cette raison que moi je crois qu'il ne faut pas mégoter, si je puis dire. Il faut avoir des messages clairs, et le président de la République, ou vous l'avez rappelé, le Premier ministre, ont eu des messages très clairs en la matière et n'ont jamais varié pendant la campagne et maintenant.
Jean-Marc Germain, merci beaucoup de votre venue et de votre première à Radio Clamart. C'était un grand plaisir. Vous reviendrez ? De vous interviewer. Oui, bien sûr, oui. Tous les ans, pour rendre compte de mon mandat d'élu, c'est bien le moins que je puisse faire aux Clamartois qui ont voté pour moi à 53%. 53%. Juste une dernière question. Vous êtes tous les jours au Palais Bourbon ? Comment s'organisent vos journées ? Oui, alors du lundi au jeudi, je suis à l'Assemblée et du vendredi au dimanche, je suis dans la circonscription, sur les marchés, dans les écoles. La semaine dernière, j'inaugurais une école, justement, Louise Michel à Clamart. J'étais aussi à la première pierre de la piscine. On a inauguré, pas loin d'ici, un magnifique programme de logements sociaux avenue Charles de Gaulle. Voilà, j'essaie d'être très présent sur le terrain parce qu'un député, c'est à la fois faire la loi, mais pour bien faire la loi, c'est aussi être avec les habitants pour voir quels sont les problèmes et essayer de les régler. C'est vrai que, alors, juste une parenthèse, depuis que je travaille à l'Assemblée, on a l'idée que les députés en gros profitent de leurs avantages, mais il y a un gros boulot dans leur circonscription de terrain, et c'est primordial dans leur action pour ne serait-ce qu'exister au Parlement. Voilà. Vous tenez des permanences aussi, je suppose, dans la circonscription ? Bien sûr, oui, et comme il y a 4 villes dans la circonscription, Fontenay, Le Plessis, Châtillon et Clamart, chaque vendredi, je change de ville pour être au plus près des habitants. Cette semaine, vous serez où ? Cette semaine, je vais être à Clamart. Au Pavé Blanc. Voilà, après avoir été dans le bas de Clamart, là je fais le haut de Clamart. On peut venir vous voir comme ça ou faut Bien sûr, oui, faut prendre rendez-vous. C'est Lounès qui gère ça, donc vous êtes entre de bonnes mains. Jean-Marc Germain, merci. Merci. À très bientôt. À bientôt. On se retrouve juste après une coupure musicale. On va parler un peu d'actualité. L'homme qui passe le mur du son, on va revenir sur les propos de Vincent Peillon. C'est pas toi, le Nobel de la paix qui a été attribué à l'Union européenne. L'Union européenne. Voilà, tout de suite. Non, c'est pas toi non plus. Non. Radio Clamart. De retour sur la file de l'actu Radio Clamart. Voilà, Jean-Marc Germain nous a quitté, Garo. Enfin, il est toujours vivant. Oui, il est toujours vivant, mais il a quitté le Pavé Blanc. Il est parti. Il avait une réunion d'ailleurs. C'est vrai. C'est pas évident une vie de politique. Tu te lèves tôt, tu te couches tard. Non, mais il y en a qui font des journées. Je parle même pas de Sarkozy, mais c'est des journées de malades. Voilà, entretien, il doit préparer des dossiers. C'est une passion en fait. C'est la passion. C'est ça. C'est le service de son pays. Bon, demain, nous recevons la directrice de la petite bibliothèque ronde. Là, c'est une activité plus locale, mais c'est important, de bibliothèque au sein du quartier. L'ancienne bibliothèque Joie par les livres. Qui s'appelle d'ailleurs toujours la Joie par les livres, je crois, qui est une bibliothèque associative. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va échanger un petit peu sur la littérature jeunesse, sur le fait que cette bibliothèque soit implantée au milieu d'une cité, comme ça. Tu sais que l'impératrice, je crois, de Corée était venu l'inaugurer du Japon. Du Japon. Tu sais que j'ai fait mon stage de 3e là-bas. Oui, je connais très bien la bibliothèque. C'est vrai. Et voilà, on en parlera demain. On en reparlera. Et juste avant de continuer l'émission, je suis très content. Dans le Parisien, vous pouvez le voir maintenant qu'on a l'image Radio Clamart. À partir du 18 octobre, revivez l'insouciance et la folie des années 60 avec le spectacle Salut les copains. Et nous avions reçu Flo Mallet il y a quelques jours ici, qui est l'artiste principal quand même de Salut les copains. L'interview sur YouTube aussi. Donc c'est bien, on est fiers. Et Flo Mallet, bien sûr, Clamartois. Il y a des Clamartois qui réussissent. Quand il passe à la radio, t'as vu ? Quand il passe à la radio, c'est ça. L'homme qui passe le mur du son, c'est assez incroyable. Je sais pas si tu as suivi ça, Garo. Ouais, j'ai regardé. J'étais en direct. C'est sidérant, certains disent. Jamais un être humain ne s'était laissé tomber à une telle altitude, à plus de 39 km, 3900 mètres. C'est bien ça ? C'est ça ? Oui, c'est ça. Fais ton petit tableau de conversion. C'est Félix Baumgartner qui a gagné son pari en réalisant un saut à la vitesse du son. Je sais pas si tu as vu les images. Garo, tu n'as pas vu les images ? Si, bien sûr, j'ai vu les images comme tout le monde. Impressionnant. Il est. Et je crois que ça a été rediffusé peut-être en direct sur YouTube. Ça n'arrêtait pas, de toute façon, c'était en boucle hier. C'était en boucle également, et l'image en tant que telle est impressionnante. Surtout quand il ouvre le cockpit et qu'il voit la Terre. Il voit la Terre, et l'expression cosmonaute qui disait... la Terre est ronde ? Non, il disait le type rentre chez lui de l'espace à pied. C'est ça en fait. C'est-à-dire, il voit la Terre et il plonge dedans, et je trouve ça formidable. Et à un moment, il explique qu'il a eu une hésitation parce qu'il y a un truc qui se déclenchait pas bien, et qu'il pouvait appuyer sur un bouton d'urgence qui pouvait le arrêter et le refaire descendre tranquillement, le ballon voilà. D'accord. Et il a dit non, faut que je le fasse. Parce qu'il y a un truc qui se passait pas très bien. D'après ce que j'ai compris, dans son communiqué de presse, c'est ce qu'il disait.
Voilà, c'est un Autrichien. Il est expérimenté, hein, faut quand même mais le dire. alors, certains disent quand même que c'est une avancée incroyable dans le monde scientifique. On n'a jamais testé ça. Un homme seul, sans l'avion, hein, qui passe le mur du son. Et donc, du coup, bon, a priori, ses organes n'ont pas explosé. Non. Tout va bien, il a atterri sereinement, on le voit marcher, tranquille, ben voilà, je saute de l'espace, mais je suis là. Donc il paraît que ça va des avancées C'est pas scientifiques. totalement l'espace, hein. C'est la stratosphère, c'est juste avant l'espace. Apparemment, c'était encore 2 km au-dessus et il était dans l'espace. En gros, c'était ça. D'accord. Mais tu sais qu'il y a eu déjà une tentative en 1960 par un Américain, mais lui, il est monté à 33 km, quelque chose comme ça. Et il avait fait une centaine de kilomètres en dessous de la vitesse du son. Ah, d'accord. Donc il avait pas réussi. Et non, le pire c'est que donc lui il est vivant, mais sauf qu'il s'est évanoui quand il s'est lancé. Donc c'est son parachute d'urgence qui s'est ouvert. Mais pour dire que l'exploit a failli être réalisé, pardon, il y a une trentaine d'années, même quarantaine d'années de cela. Eh ben dis donc. Alors. Greg qui peut nous dire si on était juste en dessous de la chute, normalement on entend un grand bang. Tu crois ? Le mur du son. Oui, c'est ça. Ah, Greg qui a la technique. Si, normalement. Quand tu passes le mur du son, t'as jamais entendu un avion qui passe le mur du son au-dessus de toi ? Non. Je Je ne vis pas en campagne. Enfin, moi, je crois que ça m'est jamais arrivé non plus. D'ailleurs, c'est à combien le mur du son ? Tu passes. Enfin, faut que l'avion aille à combien de kilomètres/heure ? Tu ne sais pas, Garo. Attends. Non, en fait, je confonds avec la vitesse de la lumière. La vitesse de pointe, il était à 1342. C'est ça, ouais, c'est plus de 1300. La vitesse de pointe, c'est incroyable ça. Je crois que c'est plus. Greg, toi qui es le scientifique. C'est pas 1300 ou 1000 autour de 1200. 1200, c'est ça. Et lui, il était à 1342, 80. Parce que la vitesse du son, elle varie aussi avec la pression atmosphérique. Et donc, quand on va en hauteur, c'est plus vraiment la même. Et la vitesse de la lumière, c'est beaucoup. C'est 10 mètres seconde. Non, c'est pas le son. Non, ça c'est le son. 10 km par seconde. 10 km par seconde. 10 km par seconde, c'est ça. 10 km, bien sûr, 10 km par seconde. Mais ça, c'est le son. Parce que 10 mètres par seconde, c'est. 10 mètres D'accord. par seconde, c'est aussi. Comment il s'appelle Usain Bolt. Lui, il fait 10 mètres par seconde. Bien, bon voilà, on est content pour lui. Les Nobel, là on distribue les prix Nobel en ce moment. Hein, ouais, t'as un coup de gueule d'ailleurs sur ce Nobel. J'ai pas de coup de gueule, c'est toi qui vas en avoir un, j'ai aucun coup de gueule. Alors, on rappelle les prix Nobel qui ont été distribués là. Alors vas-y, rappelle-les. Ah, je ne sais plus. Le prix Nobel de la paix à l'Union Européenne. Ouais. C'est bien ça. Il y a eu quoi comme prix Nobel encore ? Bah, il y a eu un français, moi c'est tout ce que j'ai retenu en chimie. En chimie. Il a été en binôme avec un Américain comme d'habitude. Donc manque le prix Nobel de littérature. Oui, non, si, il a été donné. C'est un japonais, c'est un chinois, excuse-moi, c'est un chinois qui l'a eu. Voilà. C'est un chinois qui l'a eu. Alors le prix Nobel de l'Union Européenne. Oui, c'est assez aberrant de recevoir ce prix. On peut l'utiliser à la première personne du pluriel, puisque nous sommes membres de l'Union Européenne, habitants de l'Union Européenne, parce que c'est quand même la période de l'Europe où l'Europe n'a jamais été aussi instable, peut-être, ou du moins l'institution européenne n'a jamais été aussi instable depuis Maastricht. L'euro, pour la moitié des pays de la zone, pour eux, c'est la monnaie du suicide et la monnaie du chômage. Nos amis espagnols et grecs pourront en témoigner. Beaucoup de politiques eurosceptiques ont ri à ce prix. Hein. J'ai en tête Nicolas Dupont-Aignan, Jean-Luc Mélenchon pour rester en France. Jean-Luc Mélenchon qui... Bon, en tout cas, pour revenir, ce prix Nobel est quand même assez discuté. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Oui, non, mais parce que t'es un petit peu long, donc je vais te couper un petit peu. C'est pas grave. Et juste, il y avait une autre polémique il y a quelques temps, c'était le prix Nobel qui a été attribué à Barack Obama. Ah oui, ça c'était quelques jours en 2008. En 2008, il y a ça c'était quelques jours après son élection. Après son élection. Alors que la veille, ce qui était drôle, ou la veille ou le jour d'après, il devait annoncer l'envoi de plus de 1000 ou 2000 soldats américains en Afghanistan. C'était assez drôle. Bon, écoute, c'est comme ça. Hein. Ouais, c'est l'Europe. C'est l'Europe que tu aimes tant, mon cher Garo. Mais j'adore l'Europe. Moi, je suis un Européen, mais je suis contre le système actuel. C'est tout. On a le droit. Tu as le droit. C'est tes opinions. France-Japon. Allez, on va finir par une petite note. Oui, France-Japon. D'espoir, je sais pas trop, parce que demain on va en Espagne, à Madrid. Oui.
France-Japon, on perd 1-0 contre le Japon. Un but France. à la Olivier Tom, faut quand même le dire. Un but, bon, c'est le match, c'est comme ça. Ouais, mais c'est des un multiples match. occasions des Français, mais bon, c'est le Japon qui remporte la partie. C'est la première fois que le Japon gagne contre la France, il faut le savoir. Ah, mais à l'époque, c'était la France des samouraïs. Hein. C'était Thuram, Zidane et compagnie. Et on est en train de ne pas donner cher à leur peau aux Français pour demain contre l'Espagne. A priori, ça va être quand même assez difficile. Parce que l'Espagne, d'ailleurs, a fait un super match en Biélorussie, de nouveau. Alors qu'on a un peu galéré, nous. Ils ont des victoires depuis 3 ans, ils n'arrêtent pas de gagner. Quoi. Je crois qu'ils n'ont... Plus de 24, plus de 25 ? Ah oui, non, totalement. Mais depuis 2010, ils n'ont perdu que deux matchs officiels, je crois. C'est affolant. T'as vu le match contre le Japon ? J'ai vu la première mi-temps et j'ai vu les 10 dernières minutes. Voilà. Mon première mi-temps, comme tout Français, je me suis dit qu'on va rester à 0-0. En tout cas, on ne perdra pas ce match. Enfin, je vois pas comment on peut perdre parce que le Japon, concrètement, il faisait pas beaucoup d'attaques en première mi-temps. Et puis là, à la fin, voilà. Comment on va faire contre l'Espagne demain ? À mon avis, on va mettre le bus impérial. 10 joueurs devant la surface de réparation. On va essayer de tenir ça jusqu'au bout. Et pourquoi pas mettre un but. Paraît-il. Ça, c'est si tu écoutes Zidane. Si tu écoutes Zidane, même Deschamps, je crois. Mais non, Deschamps, au contraire, il a dit qu'il va défendre très bas. Pour certains, l'équipe de France n'a pas d'âme encore. On n'arrive pas à retrouver l'équipe de France de 98, de 2006, de 2000. Mais non, mais la différence, c'est que dans ces équipes-là, il y avait des joueurs concernés. En France, il y a des titulaires qui s'en foutent royalement du maillot bleu. Je dis même pas de la France, même si je le pense très fort. Mais le maillot bleu, pour eux, ça ne veut rien dire. C'est juste un plan médiatique, sportif, pour leur apporter plus. Je ne donnerai pas de nom, je vais être... Non, ne donne pas de nom. On va regarder quand même le match demain soir, on verra bien. Enfin non, moi je vais bosser à la bibliothèque. Et tu bosses à la bibliothèque le soir, comme ça, à 20h ? Non, jusqu'à 22h. Ah bon, quelle bibliothèque ? Bibliothèque Sainte-Geneviève. À Paris ? À Paris, près du Panthéon. Tu aimes bien aller à la bibliothèque, Guéraud ? C'est bien. C'est bien. Bien que je bosse en stage à côté, je suis étudiant en master, je le rappelle. Demain, on te retrouve quand même demain à 19h, ici, au Pavé Blanc, Radio Clamart, au fil de l'actu. Nous recevons donc Caroline Simon. Non. Si tu seras là demain, on va essayer. Garo, et nous recevons Caroline Simon, la directrice de la petite bibliothèque ronde. Et puis voilà, merci pour l'interview. De rien, c'était un grand plaisir. Faudrait qu'on en fasse plus à nos interviews. Demain encore une interview. Dites-nous ce que vous en pensez de nos interviews. Oui, c'est ça. Mettez des petits messages sur YouTube, sur le site de la radio, et puis comme ça nous permettra de nous améliorer. À très bientôt au fil de l'actu Radio Clamart. Ciao. Radio Clamart.